est à la recherche de cet équilibre entre la décision majoritaire, qui est légitime parce qu'elle est issue des élections, et puis le respect des droits individuels, qui sont légitimes parce qu'ils sont constitutifs de la personnalité de chacun. Pour aborder cette question qui traverse, vous l'avez dit, tous les pays, tous les continents, toutes les réflexions théoriques ou juridiques, je voudrais partir de deux exemples et d'une affirmation. Je considère qu'une réflexion, même si c'est une réflexion théorique, ou à prétention théorique, il est bon qu'une réflexion parte toujours d'un cas concret, parte toujours d'exemples, puisque c'est à partir de ces exemples qu'on peut puiser les ressources intellectuelles à partir desquelles on va rendre intelligible le cas que l'on a pris. Je vais prendre deux exemples en France, puisque l'idée était plutôt de parler de la France. Deux cas qui ont posé en France un problème. Je veux dire deux cas qui ont suscité en France une controverse, parfois assez violente, entre les juristes. Pas uniquement juristes politiques, mais entre les juristes. Et je souhaiterais que les exemples que je vais donner, vous les gardiez en tête, parce qu'ils vont en quelque sorte constituer le fil de la réflexion que je mènerai par la suite. Alors ces deux exemples sont les suivants. C'est une décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018, donc récente. Décision du 6 juillet 2018. De quoi s'agit-il dans cette affaire? Il s'agit d'un article de loi, donc voté par les élus du peuple, un article de loi qui qualifie d'infraction punissable d'une amende et de prison le fait d'aider un étranger en situation irrégulière sur le territoire français. Toute personne qui aide un étranger en situation irrégulière sur le territoire français commet une infraction et donc est punissable. Voilà ce que les élus du peuple ont décidé. Cet article de loi est soumis au Conseil constitutionnel par une procédure qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Je ne rentre pas dans les détails. Le Conseil constitutionnel est saisi et on lui demande d'examiner si ce qui a été voté par la majorité, vous voyez qu'on retrouve mon problème, si ce qui a été voté par la majorité respecte les droits individuels, respecte les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. Réponse du Conseil, non. Réponse du Conseil, non. Cet article de loi, dit le Conseil, porte atteinte au principe de fraternité, qui est inscrit noir sur blanc, qui est écrit dans la Constitution. Il porte atteinte au principe de fraternité et par conséquent, le législateur, même élu au suffrage universel, n'a pas le droit de porter atteinte à un droit fondamental qui est celui d'aider les autres, qui est le droit de chacun d'aider les autres, même ceux qui sont en situation irrégulière. Cette décision du Conseil, 6 juillet 2018, a provoqué une controverse en disant « mais c'est pas normal, c'est pas normal ». Les élus du peuple avaient décidé que c'était une infraction. Et le juge, lui, dit non.
Vous n'avez pas le droit, peuple, élu du peuple, vous n'avez pas le droit de définir ça comme une infraction. Qui doit décider? Le juge? Les élus du peuple? Il y a donc aujourd'hui sur cette décision une controverse qui peut déboucher d'ailleurs sur une révision de la Constitution, puisque certains, à la suite de cette décision, donc vous voyez l'enjeu, certains ont proposé que lorsque le Conseil constitutionnel annule une disposition législative, le Parlement ait la possibilité de reprendre cette disposition législative, et s'il la vote à la majorité des 3/5, eh bien, malgré la décision du Conseil, cette disposition législative serait validée. Autrement dit, la décision du 6 juillet 2018 a provoqué un débat parmi les juristes, avec une répercussion dans le monde politique, qui propose quoi? De porter atteinte, on va faire du droit, qui propose de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, puisque les parlementaires auraient la possibilité de revalider ce que le juge aurait censuré. Volonté générale, décision majoritaire, droit fondamental. Premier exemple. Alors, ma question, mais évidemment, ce qui m'intéresse, c'est la question, c'est pas la réponse. La question, c'est comment trouvez-vous, vous, cette décision? Quelle est l'appréciation personnelle que vous faites de cette décision? Est-ce qu'elle vous paraît correcte, juste, pertinente, ou au contraire incorrecte, au regard de ce qu'on entend habituellement comme la construction, la fabrication de la volonté générale? Premier exemple. Deuxième exemple, presque encore pire, si j'ose dire, que cette décision du 6 juillet, c'est la décision, cette fois, du Conseil d'État du 31 mai 2016. Alors, cette décision du Conseil d'État, donc le juge administratif, cette décision du 31 mai 2016 est intéressante. Le cas est un peu particulier, mais les juristes ont souvent affaire qu'à des cas un peu difficiles. Il s'agissait d'une décision des hôpitaux de Paris qui refusait de donner à une femme le sperme de son mari décédé, afin de permettre à cette femme de faire un enfant, comme c'était le projet du couple lorsque le mari vivait. Et les hôpitaux de Paris ont dit à cette femme, non, vous ne pouvez pas récupérer, ce n'est pas possible, la loi ne le permet pas. La loi ne le permet pas. Très bien. La femme fait donc un procès pour faire annuler la décision du tribunal, des hôpitaux de Paris, et récupérer le sperme de son mari pour... Que dit le Conseil d'État? Le Conseil d'État dit la décision des hôpitaux de Paris est conforme à la loi. Les hôpitaux de Paris n'ont fait qu'appliquer la loi. La loi interdit que, donc, les hôpitaux de Paris ont appliqué la loi, premièrement. Deuxièmement, dit le Conseil d'État, en plus, la loi est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il n'y a rien à dire. La loi n'est pas contraire à un traité, à la Convention. Donc, la conclusion que tout le monde attendait, c'est puisque la décision est conforme à la loi, et puisque la loi est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État va confirmer le refus des hôpitaux de Paris. Or, le Conseil d'État n'a pas confirmé la décision. Au contraire, le Conseil d'État a censuré, a annulé la décision et a demandé aux hôpitaux de Paris de donner à cette femme, etc. Et comment le Conseil d'État justifie sa décision?
Le Conseil d'État justifie sa décision par l'argumentation suivante. Ok, c'est conforme à la loi, mais, dit le Conseil d'État, en l'espèce, l'application de la loi porterait une atteinte excessive au droit, au respect de la vie privée et familiale de cette femme. Et dit le Conseil d'État, le droit individuel, le droit de cette femme au respect de sa vie privée et familiale doit l'emporter sur la loi, même la loi conforme à la Convention. Le juge a donc privilégié le droit individuel de cette femme contre la loi votée par les élus du peuple et conforme à la Convention. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, cette décision a suscité un débat au sein des professeurs de droit, de la doctrine, sur est-ce que le juge n'a pas pris la place du Parlement? Est-ce que le juge ne s'est pas fait législateur? Deux exemples. Conseil constitutionnel, Conseil d'État. Je pourrais aussi donner un exemple de la Cour de cassation sur un sujet au moins aussi scabreux que celui du Conseil d'État, mais restons simplement sur ces deux exemples et gardez-les en tête parce qu'ils illustrent parfaitement, je crois, la problématique de la réflexion volonté générale et droit individuel. Voilà pour les deux exemples. L'observation, c'est le changement qui a été donné récemment de la définition de la loi en droit. Dans la déclaration de 1789, article 6, il est écrit « La loi est l'expression de la volonté générale ». La loi est l'expression de la volonté générale. Donc, c'est positif. Elle est l'expression de la volonté générale. En 1985, dans une décision du Conseil constitutionnel, il y a une petite phrase qui a été introduite dans la décision, petite phrase qu'on appelle obiter dictum, c'est-à-dire une petite phrase qui n'est pas nécessaire pour résoudre l'affaire, mais qu'on glisse, comme ça, en plus. Et que dit cette phrase? Cette phrase dit « La loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». Autrement dit, 200 ans après 1789, on change la définition de la loi. 89, la loi est l'expression de la volonté générale. 1985, on passe au négatif. La loi n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Conclusion ou commentaire. Que signifie cette phrase? Cette phrase signifie que le vote de la loi ne suffit plus pour garantir que la loi est l'expression de la volonté générale. Le vote de la loi ne suffit plus. La loi est l'expression de la volonté générale. En 85, on dit non, le vote ne suffit plus. La loi ne mérite d'être qualifiée d'expression de la volonté générale qu'à condition que, sous réserve, qu'elle respecte la Constitution. Cette phrase, évidemment, conduit les juristes, et notamment les constitutionnalistes, à s'interroger sur la place des droits individuels. Parce que si, à la place de loi, je mets l'institution qui fait la loi, c'est le Parlement. Donc en 1789, l'article 6, qu'est-ce qu'il dit? Le Parlement exprime la volonté générale. Mettez maintenant
des institutions sous l'expression « la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». Ça veut dire quoi? Le Parlement n'exprime plus la volonté générale. Il l'exprime qu'à la condition de respecter la Constitution. Et qui fait respecter la Constitution? Le juge constitutionnel. Autrement dit, nous avons en 1985, nous avons une nouvelle définition de la volonté générale. Nouvelle définition qui fait participer deux acteurs, le Parlement et le juge constitutionnel. Alors qu'en 1789, il n'y avait qu'un seul acteur, le Parlement. La loi est l'expression de la volonté générale. Le Parlement est donc l'institution qui exprime la volonté générale lorsqu'il vote la loi. En 1985, on change le logiciel et on dit non, le Parlement tout seul n'exprime pas la volonté générale. Il faut en plus que le juge constitutionnel vérifie que ce qui a été voté respecte la Constitution. Ces exemples, décision du 6 juillet 2018 et la décision du Conseil d'État du 31 mai 2016, plus cette nouvelle définition, invite, a produit et continue de produire, en France mais aussi ailleurs, une réflexion sur la place, l'importance, le rôle à accorder au droit individuel. On pourrait faire comme si rien n'avait changé, mais enfin, la décision du 31 mai 2016, elle interroge quand même. Le juge administratif privilégie le droit individuel de la femme contre ce qu'il y a dans la loi. Alors, il a raison, il n'a pas raison. Et même chose pour le Conseil constitutionnel. Comment rendre intelligible, comment rendre compréhensible, du point de vue du droit. Alors, du point de vue politique, on peut dire c'est pas bien, au contraire c'est très bien, du point de vue moral, on peut tout dire, mais moi je suis juriste. Enfin, j'ai cette lettre, en tous les cas. Donc, c'est d'un point de vue du droit que je dois essayer de penser ce que le juge m'a dit en 2018, en 2016 et en 1985, en changeant la définition de la loi. Ce que je voudrais proposer à votre réflexion ce soir, quelle est la place du respect des droits individuels dans un système constitutionnel? Je voudrais soumettre à votre discussion deux idées discutables, comme toute idée, mais deux idées qui découlent des exemples que je viens de donner. La première idée, c'est que le respect des droits individuels est aujourd'hui, décision de 85, le respect des droits individuels est aujourd'hui une condition de la formation de la volonté générale. Et deuxièmement, que le respect des droits individuels est le cadre d'exercice du pouvoir politique. Ce sont ces deux idées que je voudrais... Alors, il faudra me dire d'arrêter, parce que quand je commence à parler, je ne sais plus m'arrêter. Donc, il faudra me faire signe quand il sera minuit, vous commencez à me faire des signes pour me dire qu'il faut arrêter. Donc, le premier point, première idée que je veux soumettre à votre discussion, aujourd'hui, et je parle pour aujourd'hui, je ne parle pas pour l'éternité, aujourd'hui, à partir des exemples que j'ai donnés, il semblerait que le respect des droits individuels soit une condition de la fabrication de la volonté générale. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que la volonté générale se fabrique dans un lieu, dans un espace, qui est agi par les droits individuels. Quand on observe les systèmes constitutionnels d'aujourd'hui, il y a deux modes principaux de fabrication de la volonté générale. Soit la volonté générale est fabriquée par l'espace politique, par les sachants, par ceux qui savent.
La volonté générale, par exemple en France, est construite par le Conseil d'État, les énarques, qui savent ce qui est d'intérêt général. Et, sachant ce qu'est l'intérêt général, ils vont déverser l'intérêt général dans la société. Et on considère, et on entend souvent en France aujourd'hui, que la multiplication des droits individuels est contraire à la volonté générale. La multiplication des droits individuels gêne la fabrication de l'intérêt général, de la volonté générale, puisqu'il y a une multitude de droits individuels. Et si on multiplie les droits individuels, on n'arrivera plus à trouver le point commun qui fera l'intérêt général. Cette position n'est pas la mienne. Cette position n'est pas la mienne pour deux raisons principales. La première raison, c'est que lorsqu'on parle de volonté générale, on croit souvent que l'adjectif général désigne le nombre. C'est général parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Alors c'est pas ça la volonté générale. Si vous prenez par exemple Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, quand il définit la volonté générale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet sur lequel porte la volonté est général. C'est l'objet qui est général. C'est l'objet qui fait la généralité. C'est pas le nombre de personnes qui sont d'accord ou pas d'accord. Donc, considérer que il n'y a volonté générale que par le nombre, donc le suffrage, et faire une erreur sur ce qu'est la généralité dans la volonté, qui est l'objet sur lequel doit porter la volonté. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau disait, il y a des choses particulières sur lesquelles il ne faut pas exprimer une volonté, puisque c'est de la responsabilité de chacun. La loi ne peut porter que sur des objets généraux, pas sur des objets particuliers. Et les objets particuliers, c'est quoi? La vie de chacun. Chacun peut vivre comme il veut. Liberté, droit individuel. Donc, la première raison, c'est qu'il y a une compréhension de l'adjectif général qui est pour le moins discutable d'un point de vue de la philosophie du droit. La deuxième raison est que on peut imaginer les configurations politiques, les configurations constitutionnelles de la société divisées en, disons, trois espaces. Si on se réfère, alors les références philosophiques, ça peut être Hegel ou Habermas. On part de Hegel, on va vers Habermas. C'est-à-dire que la société serait divisée en trois espaces. Il y aurait l'espace civil, c'est-à-dire l'espace où on vit, où on a nos habitudes, nos métiers, on va et vient, l'espace civil. Il y aurait l'espace politique, là où il y a les élus, les ministres, les gouvernements, le président, tout ça, l'espace politique. Et entre les deux, il y aurait l'espace public. Et l'espace public, dans ma conception, l'espace public est précisément l'espace de l'exercice des droits individuels. L'espace public, c'est l'espace où les questions que l'on se pose dans l'espace civil deviennent publiques. Devenant publiques, les citoyens dans cet espace vont exercer leurs droits individuels, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir. Et c'est dans cet espace public qui est, je le disais tout à l'heure, agi par les droits fondamentaux, agi par les droits individuels, qui sont les codes de communication de cet espace public. C'est de l'exercice des droits individuels que va sortir la volonté générale.
Autrement dit, la volonté générale sort, mais c'est une thèse que je défends, vous pouvez la critiquer, à vos dépens, hein, mais vous pouvez quand même la critiquer. La volonté générale sort de la mise en commun ou de l'exercice des droits individuels. Elle ne sort pas de l'espace public, de l'espace politique, qui saurait ce qu'est la volonté générale et qui la déverserait. La volonté générale, elle se construit par le bas, par l'exercice des libertés individuelles dans l'espace public. Je vais prendre quelques exemples. En France, dans l'espace civil, quel exemple? Je ne vais pas prendre des exemples qui pourraient choquer les oreilles de mes étudiants, donc je vais prendre un autre exemple. Dans l'espace civil, par exemple, vous avez des gens, des personnes qui sont mal logées. Il n'y a pas assez de logements, etc. Bon. Ça, c'est dans l'espace civil. Et puis un jour, ces questions viennent dans l'espace public. C'est-à-dire, les gens vont se dire, vont rendre public ce qu'ils vivaient dans le privé. Je suis mal logé. Ah oui, moi aussi. Ah bon, moi aussi. Et donc, la question du logement ne va plus devenir une affaire privée, mais une affaire publique. Et les gens vont discuter. Les gens vont discuter, il va y avoir des associations, etc. Et au sein de cet espace public, va naître quoi? Va naître l'idée d'un droit au logement. Et cette idée de volonté générale, cette idée de droit au logement, le droit au logement, va donc naître dans l'espace public, qui ensuite va porter ce qui est en train de se former dans l'espace public, dans l'espace politique, qui va, à partir de là, récupérer, réceptionner cette volonté générale qui a été construite par l'exercice des libertés individuelles et qui va voter une loi ou prendre des décisions de politique publique qui vont émerger. Autrement dit, les droits individuels sont le mode de fabrication de la volonté générale parce que la volonté générale se construit par l'exercice de ces libertés individuelles. C'est la première raison. La deuxième raison qui conduit à penser le respect des droits individuels comme condition de la fabrication de la loi, la deuxième raison, c'est que, et qui découle de la première, évidemment, la deuxième raison, c'est que la volonté générale se construit, se fabrique, se forme, non pas de manière unilatérale, mais elle se forme par un dialogue, par un échange entre, disons, deux institutions, sur lesquelles je vais m'arrêter un instant, les institutions de la représentation et les institutions de la citoyenneté. Quand je lis la déclaration de 1789, l'article 6 dit « Les citoyens participent personnellement, ou par leurs représentants, à la formation de la volonté générale. » C'est pas moi qui le dis, c'est la déclaration. Autrement dit, que dit la déclaration de 89 ? Qu'il y a deux acteurs possibles pour faire la volonté générale. Les citoyens personnellement ou les représentants des citoyens. Et ces deux éléments, ces deux acteurs de fabrication de la volonté générale montrent bien qu'en 1789, lorsqu'on pose les bases de la modernité constitutionnelle, on refuse que les représentants aient le monopole de la fabrication de la loi.
puisqu'on a introduit qu'à côté des représentants, il y ait aussi les citoyens personnellement. Concrètement, ça conduit à quel type d'institution? Ça conduit à penser la représentation, puisque c'est quand même dans l'article 6, hein, les citoyens participent personnellement par leurs représentants, ça conduit, ou ça nous invite à penser la représentation comme, si je me réfère à Nietzsche, comme un principe tragique, au sens où Nietzsche emploie le mot tragique. La représentation est un principe tragique. Pourquoi tragique? Parce que sans représentation, il n'y a pas de démocratie, dans la mesure où la représentation est un instrument qui permet de poser les bases de la démocratie, l'égalité. Sans représentation, on ne peut pas, justement, se représenter égaux en droit. Si vous n'avez pas de représentation presque au sens théâtral du terme. Hein, quand on se regarde en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on voit? On voit des individus qui sont grands, qui sont petits, qui sont beaux, qui sont laids, qui sont riches, qui sont pauvres, qui habitent au sud, qui habitent au nord, qui disent n'importe quoi, qui disent des choses intelligentes. Bref, on voit quoi? On voit des inégalités. Nous sommes inégaux en fait. Hein, il y en a qui sont beaux, il y en a qui ne sont pas beaux, il y en a qui sont riches, etc. Nous sommes inégaux en fait. Qu'est-ce qui nous permet de nous voir égaux en droit? C'est une baguette magique. Nous sommes inégaux en fait, mais nous sommes égaux en droit. Qu'est-ce qui nous permet de nous représenter? Qu'est-ce qui nous permet de ne pas nous voir inégaux, mais égaux? Précisément la représentation. Parce que sur la scène de la représentation, nous ne voyons plus nos différences, nos inégalités, mais nous nous considérons comme des égaux en droit. La première phrase de la déclaration, mais qu'on retrouve partout maintenant, c'est pas français, plus rien, c'est « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Autrement dit, c'est le droit qui produit l'égalité. Sans le droit, nous ne nous voyons pas comme des êtres égaux. Et donc la représentation, donc le droit, c'est la représentation qu'il donne, c'est la représentation que donne le droit de la citoyenneté. Vous retrouverez ça chez Sieyès par exemple. Le droit est donc un instrument nécessaire de la démocratie puisqu'il nous permet de nous voir comme étant égaux en droit. Là où c'est tragique, c'est que une fois que la représentation est en marche, elle a tendance à étouffer la démocratie. Elle a tendance à étouffer la démocratie dans la mesure où les représentants du peuple, il faut une représentation pour nous voir, les représentants du peuple ont très vite tendance à oublier qu'ils ne sont que les représentants du peuple, et ils ont tendance à se prendre pour le peuple. La phrase de Sieyès, hein, le peuple ne peut agir et vouloir que par ses représentants. Autrement dit, le peuple n'existe pas en dehors de la représentation. Le peuple ne peut agir et vouloir que par ses représentants. Tout seul, il ne peut pas. Or, l'article 6 dit les citoyens participent personnellement ou par leurs représentants. Et donc, pour éviter que la représentation soit tragique, c'est-à-dire pour éviter qu'elle se retourne contre ce qu'elle vient de créer, à savoir l'égalité entre les citoyens, il faut un autre acteur qui va participer à la fabrication de la volonté générale,
C'est le citoyen qui va faire quoi? Qui va réclamer. Qui va réclamer de pouvoir intervenir dans le processus de fabrication de la loi. Toujours la déclaration de 89. Avant d'énoncer les droits, les révolutionnaires font un exposé des motifs, un préambule. Ils disent, voilà pourquoi on énonce les droits suivants. Et leur motif est clair, enfin, on peut le lire ensemble si vous voulez, leur motif est clair, il dit, nous écrivons les droits, je cite, afin que les membres du corps social, donc vous, nous, hein, par la nation, les membres du corps social, puissent comparer l'action du pouvoir politique avec ce qui est écrit dans la Constitution, et que, sur la base de cette comparaison, les citoyens puissent, le verbe et le suivant, puissent réclamer si l'action du pouvoir politique n'est pas conforme aux droits énoncés par la déclaration. Il s'agit donc, si je me réfère au texte fondateur, et je raisonne en termes de juriste, pas en termes de sociologue, si je m'appuie sur les textes juridiques, je vois donc que les textes juridiques prévoient eux-mêmes deux acteurs, les représentants, élus s'il le faut, mais pas nécessairement. Je vous rappelle que la Constitution de 1791 définissait le roi comme représentant de la nation. Un représentant. Alors, le roi n'est pas élu. Et pourtant on disait que c'était un représentant. Donc d'un côté, mettons ça de côté si j'ose dire, d'un côté, la volonté générale se fabrique par les représentants, mais il doit aussi exister la possibilité pour les citoyens, à partir des droits fondamentaux, droits individuels, etc., liberté d'aller et venir, à partir des droits fondamentaux, de réclamer pour vérifier que ce qu'a fait la loi respecte bien leur volonté. Représentation, réclamation. Vous voyez qu'il y a là, dans ce préambule de la déclaration de 89, la justification de ce qui va venir en France plus tard, c'est-à-dire la question prioritaire de constitutionnalité. Qu'est-ce que la QPC? C'est le pouvoir donné aux citoyens de réclamer. De réclamer contre les représentants s'ils considèrent que les représentants, en votant, en décidant que aider un étranger en situation irrégulière était une infraction, ben, est-ce que ça respecte bien les droits qui sont contenus dans la Constitution? La volonté générale se forme donc, si je veux prendre une métaphore, la volonté générale se forme non pas de manière unilatérale, on pourrait prendre tout ce qu'a raconté Karine Malberg sur la souveraineté parlementaire. La volonté générale se forme par un échange entre deux corps. Le corps des représentants, il en faut, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, le corps des représentants et le corps des représentés, nous, les citoyens. Et si je poursuis la métaphore des corps, il y a le corps des représentants et le corps des représentés. Quel est l'organe du corps des représentants? La voix. Les représentants parlent, parce qu'ils essayaient. Ils parlent où? Au Parlement. Donc les représentants ont un organe, la voix. Quel est l'organe du corps des représentés? L'œil. Dans les décisions du Conseil constitutionnel, il est marqué « vu ».
la Constitution. Là, on écrit pour que les membres de la société comparent. Donc, regardent. L'organe du corps des représentés, c'est l'œil. Et donc, la fabrication de la loi se fait peut-être par la voix des représentants, mais sous l'œil des représentés. Et vous avez quoi? La loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. C'est-à-dire le contrôle, l'œil qui regarde. Et donc, c'est de cet équilibre, cet échange entre les représentants et les représentés, chacun disposant d'un organe, que va naître la volonté générale. Parce que, vous voyez bien, que si l'œil est effectivement l'organe du corps des représentés, pour leur permettre de participer à la fabrication de la volonté générale, si vous supprimez l'œil, vous rendez des citoyens aveugles. Mais si vous supprimez les représentants, vous rendez le système politique muet. Et donc, la volonté générale dépend bien de cette rencontre, alors difficile, mais que le système politique doit s'efforcer de réaliser, entre la voix et l'œil, entre la représentation et la réclamation, entre ce qu'exprime la voix majoritaire et ce qu'exprime le corps des représentés, en s'appuyant sur quoi? Pas en s'appuyant sur ce qu'ils ont dans la tête, en s'appuyant sur les droits qui sont inscrits dans la Constitution. Première idée, ça fait la deuxième fois que ça m'arrive, Thomas, faudra trouver une autre table l'année prochaine si je reviens, parce que c'est vous. Deuxième idée que je voudrais soumettre à votre discussion. J'ai encore combien de temps? J'ai encore combien de temps? 10 minutes. Bon. Alors on va faire bref. Deuxième... Au niveau de la traduction, ça va? Bon, merci. Comment? Oui, je vais garder du temps pour les questions, bien entendu. Donc, deuxième idée que je voudrais soumettre rapidement à vos questions, donc à votre discussion, c'est que le respect des droits fondamentaux est aussi le cadre d'exercice du pouvoir politique. C'est le cadre d'exercice du pouvoir politique. Et ceci pour deux raisons. La première, elle découle, cette idée, elle découle des théories contractualistes qui animent et qui animent toute la philosophie constitutionnelle. Les théories contractualistes, c'est quoi? Alors là, je vais faire vite. C'est cette idée que quand les hommes rédigent une constitution, lorsque les hommes passent de l'état de nature à l'état civil, pensez à Locke, mais même Hobbes, et je ne parle pas de Rousseau, quand les hommes passent de l'état de nature à l'état civil, ils emmènent avec eux quoi? Leur liberté individuelle. Autrement dit, dans l'état de nature, nous aurions des droits individuels, des droits, le juge naturaliste, mes étudiants, on a parlé, nous aurions donc, il y aurait dans la nature des droits naturels, et lorsque nous passons dans l'état civil, eh bien, nous emmenons avec nous les droits individuels
et nous construisons un État pour quoi faire? Article 2 de la Déclaration de 1789. Pourquoi faire? Pour la conservation des droits naturels, que sont la liberté, l'égalité, la sûreté et, celui-là on l'oublie toujours, il est pourtant très important, la résistance à l'oppression, qui est un droit naturel, la résistance à l'oppression. Et donc, vous voyez bien que le respect des droits individuels est le cadre d'exercice du pouvoir politique. Pourquoi on crée un pouvoir politique? On crée un pouvoir politique pour préserver les droits individuels, pas pour y porter atteinte. La conservation des droits individuels. Autrement dit, on ne dit pas le suffrage universel, machin, etc. On dit, on passe de l'état de nature à l'état civil pour conserver les droits naturels. Et donc la première raison, alors je vais un peu vite, hein, mais la première raison qui fait du respect des droits individuels le cadre d'exercice du pouvoir politique, c'est que toute notre philosophie est animée, quels que soient les auteurs, quelles que soient les tendances, est animée par cette idée contractualiste. Alors, on peut citer des auteurs comme Benjamin Constant qui disait que la Constitution est la garantie de la liberté politique des peuples. Donc, si on crée un État, c'est pour protéger nos droits individuels. Ce qui veut dire quoi? Vous voyez la suite. Ce qui veut dire que si l'État ne respecte pas les droits individuels, nous avons le droit de quoi faire? De résister à l'oppression. Nous avons le droit de sortir de l'État pour en construire un autre qui va respecter les libertés individuelles. Parce que le contrat ont interrompu. J'accepte de ne plus vivre dans la nature, j'accepte de vivre dans un État à condition que l'État respecte mes libertés individuelles que j'avais avant. S'il ne les respecte pas, je fais condamner l'État. Ou je change l'État. Le respect des libertés individuelles est donc le cadre d'exercice du pouvoir politique. Il est aussi, deuxième et dernière raison, il est aussi, mais là il y a un débat, il est aussi en fonction du mode de réalisation de cet exercice. Comment réaliser dans un État, comment construire un État qui va respecter les droits individuels. Puisque je construis un État qui doit conserver les droits individuels, quel État je dois construire? Il y a deux réponses. La première réponse est celle de Montesquieu. C'est la séparation des pouvoirs. Vous connaissez Montesquieu, le pouvoir a toujours tendance à abuser du pouvoir, il faut donc que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et pour Montesquieu, le respect des libertés individuelles va dépendre mécaniquement, automatiquement, de la séparation des pouvoirs. Montesquieu dit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Eh bien, il faut que chacun de ces pouvoirs ait une compétence, qu'aucun des pouvoirs ne puisse rentrer dans la compétence de l'autre. Le pouvoir politique ne doit pas pouvoir pénétrer dans le pouvoir judiciaire. Indépendance. Le pouvoir judiciaire ne doit pas pouvoir pénétrer, etc. Et c'est ainsi, dit Montesquieu, qu'on va avoir un équilibre des pouvoirs. On aura nécessairement, dit Montesquieu, un exercice du pouvoir politique modéré, puisque les institutions se contrôleront les unes les autres, et donc mécaniquement,
dit Montesquieu, ça sera profitable au respect des droits individuels. Si jamais le pouvoir exécutif veut aller trop loin, eh bien, il sera contrôlé par le législatif. Si jamais le législatif veut aller trop loin, il sera contrôlé par le pouvoir judiciaire ou par le pouvoir exécutif. Donc la séparation des pouvoirs peut être une modalité d'organisation du pouvoir politique qui garantit le respect des libertés individuelles. Et aujourd'hui, lorsqu'on rédige des constitutions, on rédige des constitutions toujours avec cet objectif de donner le maximum de liberté aux individus, en tous les cas de respect de leurs individus, puisque c'est bien ça l'objectif. Et donc, on est toujours très attentif à séparer les pouvoirs. Parce que la séparation des pouvoirs est une organisation du pouvoir politique qui permet que les droits individuels soient respectés. Quand dans un pays, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, quand le pouvoir judiciaire est soumis au pouvoir politique, quand le pouvoir législatif dépend du pouvoir exécutif, alors il n'y a pas de séparation des pouvoirs, et alors il n'y a pas de respect des droits individuels. L'importance du principe de la séparation des pouvoirs comme cadre d'exercice d'un pouvoir politique à qui on demande de respecter les droits individuels. C'est pas moi qui dis que le pouvoir politique doit respecter les droits individuels. C'est les textes juridiques qui le disent, et pas les textes juridiques français, les textes juridiques aussi internationaux. La deuxième modalité d'organisation possible, c'est la justice. La justice, et notamment la justice constitutionnelle. La justice constitutionnelle qui, je reviens sur les décisions que je donnais au début de mon propos, la justice constitutionnelle qui donc va avoir pour mission, pour rôle, pour fonction, de contrôler si le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, lorsqu'ils ont pris leurs décisions, l'ont pris dans le cadre du respect des droits individuels. Et depuis la seconde moitié du XXe siècle, on voit l'émergence et le développement de la justice constitutionnelle. Pourquoi on le voit? Là encore, parce que les constitutionnalistes ont observé empiriquement, il y a une grande conférence qui avait été prononcée par le doyen Vedel en 1957 à Rome, dans le cadre de l'Association internationale de sciences politiques, où, observant ce qui se passait dans plusieurs pays, le doyen Vedel disait, aujourd'hui, 1957, aujourd'hui, la plupart du temps, le pouvoir exécutif est, j'emploie son verbe, est soudé au pouvoir législatif. Il n'y a plus vraiment de séparation entre l'exécutif et le législatif, disait-il, les deux pouvoirs sont soudés, quelle que soit la structure constitutionnelle. En Allemagne, en Italie, en France, finalement, le président Macron, il a une majorité au Parlement qui est soudée au président. Angela Merkel, elle a une majorité au Parlement qui est soudée à sa personne. Bon, alors après, les soudures sont plus ou moins fortes, mais c'est soudé. Par conséquent, dit Vedel, la garantie des droits ne peut plus être assurée totalement par la séparation des pouvoirs, législatif et exécutif. Il faut donc trouver un autre instrument pour garantir et conserver les droits. Et quel est cet instrument? Le juge constitutionnel. La justice constitutionnelle est donc, depuis le milieu du XXe siècle, pensez à Kelsen, qui était avant, la justice constitutionnelle est donc aujourd'hui considérée comme étant cet instrument qui vient au minimum compléter le principe de la séparation des pouvoirs pour obtenir du Parlement qu'il vote des lois
qui respecte ce qu'on lui a demandé de conserver, à savoir les droits individuels. Ce sont ces deux raisons qui me conduisent à considérer que la raison contractualiste et le principe de la séparation des pouvoirs plus la justice constitutionnelle, ce sont ces deux raisons qui me conduisent à penser aujourd'hui, ou à défendre l'idée que, loin d'être contraire à l'intérêt général, loin de porter atteinte à la volonté générale, le respect des droits individuels est non seulement la condition d'une production de la volonté générale, mais encore le cadre d'exercice d'un pouvoir politique. Et si on observe les systèmes constitutionnels contemporains, on constate en Europe, je ne parlerai que de l'Europe, on constate en Europe qu'il y a aujourd'hui une tentation de remettre en cause non pas le suffrage universel, mais la garantie des droits. En Hongrie, en Pologne, en Italie, en Autriche, en Tchéquie, aux Pays-Bas, en Belgique, en France aussi. Pensez à ce que j'ai dit de la réaction après la décision du 6 juillet 2018. Et il y a une tendance à remettre en cause l'instrument qui est apparu par le défaut de pertinence du principe de la séparation des pouvoirs, et il y a une tendance aujourd'hui à remettre en cause l'instrument justice constitutionnelle, parce que cet instrument est considéré comme trop respectueux des droits individuels. La question aujourd'hui, vous le voyez, n'est pas simplement une question doctrinale, ce n'est pas simplement une question théorique. Est-ce qu'aujourd'hui, une volonté générale peut se construire sans le respect des libertés individuelles? La réponse est non, dans la mesure où le respect des libertés individuelles est ce pourquoi nous avons créé l'État, pour les conserver, pas pour y porter atteinte, et que le respect des libertés individuelles est ce par quoi se construit la volonté générale. Évidemment, ces deux idées peuvent être discutées et je suis tout à fait prêt à entendre vos questions et, si je peux, à y répondre. Je vous remercie. Alors, vous n'êtes pas non plus obligé de poser des questions, hein, mais... Bonsoir. Monsieur. Merci, Monsieur Rousseau, pour votre merveilleuse conférence qui a incité beaucoup des idées dans ma tête. Parmi elles, est-ce que ma voix est claire ou pas? Oui, très bien. Okay. Parmi elles, j'ai perçu votre parole d'une autre façon. Je pense que c'est un conflit entre deux conceptions de démocratie. La conception classique de la démocratie grecque qui dépend uniquement sur le nombre de votants et ce qui va diriger pour une tentative de populisme qu'on trouve aujourd'hui dans les États-Unis et dans l'Italie. C'est une conception. Et alors, de l'autre part, la conception de la démocratie constitutionnelle qui dépend sur les institutions pour protéger l'âme de la Constitution, pas seulement pour satisfaire les besoins ou les volontés de la volonté générale dans sa définition de nombre numérique. Alors, c'est comment j'ai perçu votre parole. Quelle est votre opinion? Alors, mon opinion est que la manière dont vous posez le problème, c'est-à-dire l'opposition entre deux conceptions de la démocratie, c'est-à-dire en fait une démocratie directe à la grecque
et puis une démocratie constitutionnelle, votre manière de résumer mon propos n'est pas inexacte. Il est peut-être un peu réducteur, un peu simple, mais il n'est pas inexact. Mon propos, effectivement, si vous parlez de démocratie, si vous parlez de populisme, les régimes populistes sont des régimes qui ne font pas du respect des droits individuels une des conditions d'exercice du pouvoir. Les régimes populistes sont des régimes qui considèrent que dès lors qu'on est élu par le peuple, les droits individuels ne peuvent pas être des obstacles à la volonté des élus du peuple. Et de l'autre côté, vous avez au contraire une autre conception de la démocratie, qui est celle que je défends, une autre conception de la démocratie, qui dit que on a construit un système démocratique précisément pour respecter les droits fondamentaux. Et que une décision majoritaire peut se tromper. Une décision majoritaire peut se tromper, et par conséquent, il faut toujours qu'il y ait, dans le système démocratique auquel je pense, il faut toujours qu'il y ait une possibilité de réclamer, afin de permettre, le cas échéant, de réviser la décision qui a été prise à un moment donné. Donc oui, les deux idées que je défends, que j'ai défendues devant vous, sont des idées qui peuvent se résumer dans le concept de démocratie constitutionnelle, qui est une critique radicale, c'est ma position, je l'assume, comme on dit maintenant, qui est une critique radicale de tous les régimes populistes qui considèrent que le respect des droits fondamentaux n'est pas un élément important d'un système politique démocratique. Alors, la réserve que je peux faire, si vous voulez, c'est que souvent dans les constitutions, y compris les constitutions récentes, vous avez parfois les deux. Vous avez parfois les deux. Et par conséquent, par exemple, vous avez le référendum, donc plutôt populiste, et puis vous avez les assemblées parlementaires qui délibèrent ou les juges. Vous avez les deux. Donc la question est de savoir où on met l'articulation, mais globalement, la manière dont vous avez perçu mon propos est tout à fait correcte. Oui, j'aurais une question concernant la question migratoire. Je me pose la question si la France est peut-être obligée de changer sa constitution en faveur des migrants, parce que c'est un peu le pays qui est un peu plus touché par des migrants. Est-ce que la France, elle devrait vraiment changer sa constitution et inclure les migrants dans leur situation et tout ça? Pour inclure, je reprends votre expression, pour accueillir les migrants, la France n'a pas besoin de changer sa constitution. Elle n'a pas besoin de changer sa constitution, et c'est un peu le sens de la décision du 6 juillet 2018. La décision du 6 juillet 2018, c'est de dire, attention, dans la Constitution française, il y a le principe de fraternité. Et ce principe de fraternité, il oblige le Parlement à voter des lois qui ne condamnent pas ceux qui accueillent les étrangers, même en situation irrégulière. Donc il n'y a pas besoin de changer la Constitution. C'est pour ça que, si vous voulez, la Constitution est un texte vivant. La Constitution vit, pas un texte mort au moment où il a été rédigé. La Constitution est un texte qui vit précisément par le travail d'interprétation, par le travail que font les juges administratifs, etc. Et on dit, c'est les juges, mais ce n'est pas les juges, c'est les citoyens. Le juge ne se saisit pas tout seul. C'est les citoyens qui vont saisir le Conseil constitutionnel, qui vont réclamer, en disant, il y a un principe de fraternité là. Donc il n'y a pas besoin de changer la Constitution, il y a simplement nécessité
si vous voulez, de faire vivre au temps présent les principes qui sont inscrits dans la Constitution. Excusez-moi, pour les questions, est-ce que vous pourrez la traduire parce que sinon, la salle. Enfin, la restituer à la salle. تمام. شكرا دكتور. أنا متوافق تقريبا مع أغلب أطروحاتك يعني. خصوصا أنه أنا قارئ لجان جاك روسو. لكن في إشكالية بتحديد معنى الإرادة العامة عند روسو. هو طرح أن الإرادة العامة لا تخطئ وأن الإرادة الخاصة ممكن تتحول لإرادة عامة. لكن في مشكلة أنه الإرادة الفردية، إرادة الفرد الواحد ممكن تكون مختلفة من فرد لآخر. روسو بيقول يعني أنه الناس تريد الخير فلا يمكن أن تكون الإرادة العامة خطأ، لكن نظرة الناس لمفهوم الخير تختلف. فمثلا بالمنطقة في ناس بتشوف الديمقراطية مثلا بمفهوم توماس هوبز على أنها يعني مبايعة أو اختيار لمرة واحدة فقط. وفي أناس آخرين بيرفضوا الديمقراطية بالمطلق يعني لهم رؤى شمولية يعني. فمفهوم الإرادة العامة بحالة تعدد الرؤى الفردية هيتحدد بأي طريقة. السؤال الثاني عن مفهوم الحق الفردي. في إشكالية بمفاهيم الحقوق الفردية يعني بمدى ارتباطها بالمجتمعات. فمثلا في مجتمعات بتشوف إن الانتحار حق فردي، في مجتمعات بتشوف إنه لا هو ضد الإرادة العامة لأنه يخالف الدستور بحكم إنه الدولة تحمي مواطنيها وإلى آخره، فلازم الدولة تحمي أو تمنع مثل هاي الممارسة. فكمان في إشكالية بتحديد مفهوم الحق الفردي وفي أثر للبيئة الاجتماعية عليها. شكرا. Est-ce que vous pouvez juste résumer la question parce que les francophones n'ont pas d'appareil de traduction rapidement. Est-ce que vous pouvez résumer la question parce que les francophones n'ont pas d'écouteurs et de traduction rapidement. Alors, on m'a demandé de résumer vos deux questions. La deuxième question, alors je veux dire, la première question, je vais avoir du mal à la résumer, mais la deuxième question, c'est quelle est la définition finalement des droits individuels. Vous avez pris l'exemple du suicide. Est-ce que l'État pourrait interdire le suicide? Et votre première question portait, si j'ai bien compris, sur la possibilité de construire la volonté générale si on part du fait qu'il n'y a que des volontés individuelles. C'est ça, en gros. Bon. Alors, je vais commencer par la deuxième question, la seconde question, en essayant d'être bref. Quelle est la définition des droits individuels que je retiens ? Je dirais que c'est une définition, je qualifierais cette définition de matérialiste. C'est-à-dire c'est une définition qui essaie, je ne dis pas qu'elle réussit, mais c'est une définition qui essaie de ne pas définir les droits individuels à partir d'une idéologie.
mais à partir de la matérialité, de ce qu'est matériellement un individu. Et quand je regarde un individu, voilà, on le regarde. Quand je regarde un individu, je vois un corps, vous avez un corps, je vois un esprit, vous parlez, vous posez des questions, et je vois un être social, là, vous êtes avec les autres, et donc, de cette matérialité, je ne sais pas si vous êtes juif, musulman, chrétien, bouddhiste, athée, je n'en sais rien, et je m'en fous. Je ne sais pas si vous êtes homosexuel, hétérosexuel, bi, trans, je n'en sais rien, et je m'en fous. Ce que je vois, c'est que vous êtes un être avec un corps, un esprit, vous parlez, et vous êtes dans une société. Et c'est à partir de cette matérialité-là que je dégage les droits individuels. Si j'ai un corps, mon corps a le droit d'être protégé. Donc, droit à l'intégrité physique. Que je sois bouddhiste, musulman, machin, noir, blanc, vert ou jaune, j'ai un corps, et mon corps a un droit. Le droit à l'intégrité physique. Il a le droit à la santé. Si vous êtes, deuxième élément, vous êtes un être, vous avez un esprit, vous avez un cerveau, vous parlez, vous me posez des questions. Par conséquent, votre cerveau doit avoir des droits. Le droit de penser, le droit de vous exprimer. Alors vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire des choses horribles, mais en tous les cas, la liberté de s'exprimer. Si vous êtes également parmi les autres, si vous êtes un être social, la matérialité de l'être social conduit à ce que vous ayez le droit de quoi? Le droit de vote, pour participer avec les autres à la fabrication de la loi, que vous ayez le droit de vous associer, liberté d'association, pour défendre telle ou telle idée. Autrement dit, pour moi, vous me demandez la définition, pour moi, les droits individuels, j'essaie de donner une définition des droits individuels qui mettent le plus à l'écart possible les considérations religieuses, idéologiques, et qui considèrent l'homme dans sa matérialité. Camus disait, un auteur que j'aime beaucoup, Camus disait il faut penser à hauteur d'homme. Il faut penser à hauteur d'homme, il faut regarder qui nous sommes. Et c'est à partir de ce que nous sommes que nous devons imaginer les droits individuels. Donc voilà quelle est ma définition des droits individuels à partir de cette compréhension de l'être humain. Alors sur la première question, ça me conduirait à revenir sur ce que j'ai pu dire. Le rapport entre les droits individuels et la volonté générale, et Rousseau disant l'homme veut le bien, mais il ne sait pas toujours ce qu'est le bien. C'est précisément pour ça que, puisque la définition du bien évolue, la construction de l'intérêt, de la volonté générale, doit se faire par l'échange, par la discussion. Et donc, le respect des libertés individuelles. Est-ce qu'il faut interdire le suicide? Je ne vois pas d'ailleurs tellement comment on pourrait faire, mais mettons, est-ce qu'il faut interdire le suicide? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais discuter avec vous, avec vous, avec vous. Vous allez me donner des arguments. Je vais discuter. Je vais aller à Alexandrie. Je vais aller à Luxor. Je vais rencontrer des gens. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais exercer ma liberté d'aller et venir. Je vais aller du Caire à Alexandrie. Liberté individuelle.
Et à Alexandrie, je vais rencontrer des gens qui vont dire non mais ça va pas, il ne faut pas interdire le suicide. Je vais aller à Luxor, je vais rencontrer des gens qui vont dire mais si, il faut interdire. Autrement dit, comment va se construire la volonté générale? La volonté générale va se construire par l'exercice des libertés individuelles qui vont me permettre de rencontrer des autres que moi-même, qui vont me donner des arguments, et c'est progressivement de la délibération, de la discussion que va sortir la volonté générale. Que va sortir la volonté générale de 2018? Peut-être que de la discussion va sortir en 2018 qu'il faut interdire le suicide. On va donc voter une loi pour interdire le suicide. Mais peut-être qu'en 2050, on reprendra la discussion, et là, en 2050, les citoyens diront non, mais il ne faut pas interdire le suicide. C'est ce que j'appelle la démocratie continue. C'est-à-dire que le droit est en formation continue parce que le droit se fait par l'échange argumentatif, par l'échange d'arguments, et cet échange d'arguments repose sur l'exercice des libertés individuelles. Et c'est donc de cette manière-là que la volonté générale émerge. Votre question est importante parce que, si vous voulez, la question est celle de l'intérêt général. Une société ne peut pas vivre sans intérêt général, sans que le vivre ensemble impose qu'on partage des trucs, des choses en commun, et donc qu'il y ait un intérêt général. Toute la question est donc de savoir comment se construit l'intérêt général. Comment se construit l'intérêt général? La réponse que je fais, c'est que cet intérêt général se construit par l'exercice des libertés individuelles. Voilà ma réponse. Une dernière question. Bonsoir Monsieur le Professeur, j'aurais deux questions à vous poser. La première concerne la séparation des pouvoirs. L'éminent professeur que vous êtes n'ignore pas qu'au moment de l'affirmation du modèle républicain sous la Troisième République, il y avait un vif débat qui opposait les partisans d'une séparation souple et ceux qui soutenaient une séparation stricte, séparation souple et séparation stricte des pouvoirs. Les tenants de la séparation stricte considéraient que la Nouvelle République ne devait pas intégrer les tares et les vices du bonapartisme et de l'autoritarisme et devait construire une espèce de modèle de société idéale, enfin un modèle politique idéal comme les républicains l'ont souvent promu. Et donc ce sont finalement les partisans de la République forte, avec les mêmes tares que l'autoritarisme de Bonaparte, qui a triomphé avec, disons, les trois gouvernements Combes, Valdec-Rousseau, Clémenceau au début du XXe siècle, si ma mémoire ne me trahit pas. Et concernant la séparation des pouvoirs, la critique de la Ve République que vous faites, est-ce que vous ne pensez pas que c'est en bonne partie utopique ou illusoire, dans la mesure où nous avons déjà essayé d'avoir un régime beaucoup plus léger, la quatrième, qui a duré 12 ans, qui a été un désastre, avec une succession de gouvernements qui falsaient tous les mois, parfois presque chaque semaine. Et j'ajoute d'ailleurs que les Français sont plutôt attachés à la Ve République et même à la monarchie républicaine. Ma deuxième question sera beaucoup plus courte. Est-ce que vous considérez que l'extension indéfinie des droits individuels est une menace pour le lien social dans toute société? Bien, alors, la première question sur la critique de la Ve République, c'est ça, hein? D'abord, la France est toujours à la recherche d'un équilibre des pouvoirs. Lorsque le général de Gaulle rédige la Constitution de 1958, son objectif, vous le trouverez dans les Mémoires d'Espoir, le général de Gaulle dit « Je veux donner à la France les institutions qui lui manquent depuis 169 ans ».
Et 169 ans, c'est 89. Donc de 89 à 58, dit De Gaulle, il n'y a pas eu d'équilibre des pouvoirs, parce que, comme vous le disiez, on a fait la monarchie, on a fait l'Empire, on a fait la République, on a fait des régimes forts, des régimes faibles. Donc, dit De Gaulle, il faut arrêter. Et il faut enfin donner à la France des institutions fermes, qui permettent de gouverner. Je serai un peu moins sévère que vous sur la 4ème République. Pas sur le plan constitutionnel, mais sur le plan politique. On critique beaucoup la 4ème République. Alors, sur le plan constitutionnel, oui, instabilité. Il ne faut pas oublier que la 4ème République est cette République qui a signé le traité de Rome, qui a reconstruit la France après la guerre mondiale, qui a mis en place l'industrialisation de la France et qui a opéré toute une décolonisation du Maroc, la Tunisie, sauf évidemment l'Algérie, puisque c'est là-dessus que la 4ème République va tomber. Mais si sur le plan institutionnel, effectivement, la 4ème République mérite les critiques que vous lui adressez, il ne faut pas négliger les résultats politiques qui ont eu lieu sous la 4ème République. Bref. De Gaulle voulait effectivement donner des institutions stables. Ce que je constate, c'est qu'il n'a pas dû y réussir, dans la mesure où depuis 1958, il y a eu 24 révisions de la Constitution. Et pas des petites. L'élection populaire du chef de l'État en 1962, l'extension du référendum en 1995, la question prioritaire de constitutionnalité en 2008, et même ceux qui se disent les héritiers du général de Gaulle, c'est-à-dire Pompidou, c'est-à-dire Sarkozy, c'est-à-dire Chirac, ont modifié la Constitution. Nicolas Sarkozy, parti gaulliste, a modifié plus de la moitié des articles. Ce qui veut donc bien dire que la France est encore à la recherche d'institutions un peu plus équilibrées. Alors, dans quel sens? Est-ce qu'il faut aller vers un régime présidentiel, ce que proposait par exemple François Fillon? Est-ce qu'il faut aller au contraire vers un régime parlementaire, ce que propose par exemple Mélenchon? Alors ça, c'est un débat politique. Le constitutionnaliste peut donner son avis en disant le régime de séparation stricte des pouvoirs ne marche à peu près bien que dans un État fédéral. Aux États-Unis, le régime présidentiel, oui, le président est fort, mais on oublie, lorsqu'on fait les analyses, de dire qu'aux États-Unis, il y a 51 États. Et donc il y a 51 gouverneurs, il y a 51 congrès, il y a 51 cours suprêmes. Et que la réalité de la vie politique pour les Américains, c'est pas Washington, c'est les différents États. Et qu'il y a donc un équilibre entre la présidence de la République, les États-Unis, et les États fédérés. Donc le régime de séparation stricte s'équilibre par la nature, le caractère fédéral de l'État américain. Donc, sur votre question, la réponse, elle est délicate parce qu'elle doit tenir compte de l'histoire constitutionnelle du pays, elle doit tenir compte, et pour éviter, qu'on fasse un copier-coller. En disant, bon, on va prendre le régime présidentiel, on va l'appliquer, etc. Donc, la critique que je fais de la Ve République tient sur deux points que je ne vais pas développer, mais pour ce qui me concerne, si vous voulez, il y a ce que j'appelle une équivoque constitutionnelle. Il y a quelque chose qui est quand même très embêtant pour un juriste, c'est que l'article 20 et 21 de la Constitution dit « le gouvernement est un capitaine ». Le Premier ministre est un capitaine. C'est lui, je cite, qui détermine et conduit la politique de la nation. Pas qu'il la conduit, qu'il la détermine et la conduit. C'est-à-dire qu'il la définit. Et l'article 5 dit « le président assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ». Donc, vous avez la Constitution qui dit le président est un arbitre, le Premier ministre un capitaine. Et quand je regarde, je vois que le président est un capitaine. Et donc il y a une pratique constitutionnelle
qui s'est développée contre le texte. En tant que juriste, ça me pose un problème. En tant que juriste, ça me pose un problème. En tant qu'enseignant, ça me pose un problème. C'est-à-dire que quand je dis à mes étudiants, en France, le président ne gouverne pas, c'est le Premier ministre. Mes étudiants me disent, monsieur, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur parce que c'est le président de la République qui gouverne. Je dis, non mais lisez les textes. Et mes étudiants me disent, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais alors, le texte, ça sert à rien. Ça sert à rien puisqu'on a rédigé une constitution qui dit que, et ça se passe totalement différemment. Donc pourquoi respecter le code civil? Pourquoi respecter le code pénal? Pourquoi respecter le code du travail? Pourquoi respecter le code constitutionnel si, au sommet de l'État, on se conduit différemment de ce que dit le texte? Et je pense que d'un point de vue juridique et d'un point de vue, comment dire, pédagogique, c'est un très mauvais exemple que de donner à voir qu'il y a le texte, mais le texte on s'en fout et on fait autrement. D'autant que cet équivoque constitutionnel ne permet pas de supprimer la concurrence à la tête de l'exécutif. Il y a le président et il y a le Premier ministre. Qui gouverne réellement les deux? Si vous reprenez tous les présidents de la République, tous, quelle que soit leur couleur politique, il y a toujours eu des conflits entre le président et le Premier ministre. Il y a eu un conflit entre De Gaulle et Debré, et De Gaulle a viré Debré en avril 62. Il y a eu un conflit entre De Gaulle et Pompidou, et De Gaulle a viré Pompidou en 1968. Il y a eu un conflit entre Pompidou et Chaban, et Pompidou a viré Chaban en 72. Il y a eu un conflit entre Giscard et Chirac est parti en 76. Il y a eu un conflit entre Mitterrand et Rocard, et Mitterrand a viré Rocard. Il y a eu un conflit entre Chirac et Raffarin, et il a nommé à la place de Villepin. Il y a eu un conflit entre Sarkozy et Fillon, pas la peine de faire un dessin. Il y a eu un conflit entre Hollande et Valls, pas la peine non plus de faire un dessin. On sait comment ça s'est terminé. Bon, là, on ne sait pas encore avec Macron et Édouard Philippe. Mais bon, attendons un peu, ne désespérons pas. Ce que je veux dire, c'est que il y a cet équivoque constitutionnel qu'on ne trouve dans aucun autre pays. Est-ce que vous connaissez le nom du président de la République allemande? Est-ce que vous connaissez le nom du président de la République italienne? Non, parce que là-bas, il n'y a qu'une tête. Merkel, en Allemagne. Sanchez, en Espagne. Bon. Nous, en France, on a deux têtes. Et c'est donc bien un problème. Alors, on peut vivre avec, hein, ça fait 60 ans qu'on vit avec. Bon, on peut vivre avec. Il n'empêche qu'il y a une équivoque qui me paraît préjudiciable à un bon fonctionnement et à l'équilibre des institutions. Sur votre deuxième question, qui est, est-ce que les droits individuels ne tuent pas la volonté générale, c'est ça? Ah oui, est-ce que l'extension indéfinie des droits individuels ne conduit pas à ruiner toute idée toute possibilité de lien social? Ah oui, pardon, de lien social. Ah oui, de lien social. C'est important pour que je recale ma réponse. Ma réponse est non. Ma réponse est non parce que les droits individuels, la multiplication à l'infini, et je vais donner 2-3 exemples, il faut que j'arrête. Hein. Oui, je pense aussi pour la traductrice. Ah, pour la traductrice, je suis désolé madame. C'est pas de ma faute. Pourquoi je pense que la multiplication à l'infini des droits individuels ne porte pas atteinte au lien social? Parce que les droits individuels sont des droits qui mettent les gens en relation les uns avec les autres. Les droits individuels créent du lien.
Et il faut faire, je comprends votre question, hein, mais il faut faire une distinction, à mon avis, importante sur le plan philosophique, il faut faire une distinction entre droit individuel et individualisme. Les droits individuels sont des droits qui nous mettent en relation les uns avec les autres, qui créent du lien pour construire la volonté générale. Par exemple, la liberté d'aller et venir, c'est un droit individuel. C'est un droit individuel. Mais c'est une liberté qui me permet d'aller vers l'autre. Ça crée du lien, la liberté individuelle. La liberté d'expression, c'est une liberté individuelle. Je m'exprime, je rencontre la parole de l'autre. Alors je ne suis pas d'accord, au moins j'ai un lien avec lui. La liberté d'imprimer, la liberté de vote, je rencontre les autres pour essayer de me faire une opinion sur est-ce que je vote à droite, à gauche, écolo, peu importe. Autrement dit, les droits individuels ne sont pas des droits qui isolent, ce sont des droits qui poussent les gens à se rencontrer précisément pour délibérer sur ce que va être la volonté générale. Et c'est en ce sens que les droits individuels ne conduisent pas automatiquement à l'individualisme. Et dans les sociétés, par exemple, dans les sociétés occidentales ou européennes, il y a beaucoup de critiques en disant les jeunes, ils sont tous avec leurs trucs, là, leur musique, leur machin, etc. Oui. Sauf que, aussi, les jeunes qui sont sur Twitter, qui sont sur, etc., donc exercent leur liberté individuelle, ce sont aussi des jeunes qui sont les plus disposés à rencontrer les autres pour mener des actions, alors, je sais pas, contre le réchauffement climatique, contre la faim dans le monde, contre les gens qui sont en difficulté. Autrement dit, les droits individuels ne conduisent pas les gens à avoir un comportement individualiste, mais au contraire, à se mobiliser ensemble pour telle ou telle cause. Alors on l'approuve ou on n'approuve pas, mais pour telle ou telle cause. Vous savez, il y avait, je parlais de Camus tout à l'heure, c'est un auteur que j'aime bien, et Camus a cette phrase assez extraordinaire, et peut-être qu'on pourrait terminer par Camus, ça serait pas mal. Camus disait, c'est au début, c'est dans l'introduction de L'Homme révolté, Camus disait « Je me révolte, donc nous sommes le je et le nous. Je me révolte, il ne dit pas « Je me révolte, donc je suis ». Il dit « Je me révolte, donc nous sommes ». Parce que quand moi individu, je me révolte, pour demander le droit au logement, pour demander le droit à la santé, pour demander le droit à l'éducation, pour demander la liberté d'expression, quand je me révolte, je me révolte pour tout le monde. Nous sommes. Et donc, c'est cette idée ou cette philosophie, cette conception qui me fait considérer, alors aussi par l'expérience, et pas simplement les textes philosophiques, que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire spontanément, les droits, la multiplication des droits individuels ne met pas en cause le lien social. Il oblige peut-être à le redéfinir, mais il ne met pas en cause, je crois, le lien social. Bien, on va être techniquement obligé de terminer cette conférence. Merci. Donc, je remercie l'interprète de la traduction. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que la conférence va se poursuivre dans nos têtes pendant assez longtemps. Et merci infiniment au professeur Rousseau, merci au public.